Avant, il n'y a pas de conscience historique. La conscience croit vivre dans un monde toujours identique à lui-même, un monde stable, le monde de l'être, being. Et pour cette conscience-là, le devenir est tout à fait exceptionnel et monstrueux. Toute la pensée philosophique de l'Occident, jusqu'au XIXe siècle, a pensé que l'essence, c'est la stabilité. Le changement, la révolution, tout à fait accidentelle. C'est absolument accidentel. À partir du XIXe siècle, d'un seul coup, on dit, mais non, finalement, la stabilité est une exception. C'est le changement qui est la norme, qui est normale. Ça, c'est Marx. Et c'est Marx à travers l'industrie, à travers la technique. Nietzsche, ensuite, va dire la même chose. Nietzsche dit dans Humain, trop humain, l'homme n'a pas encore de conscience historique. Le philosophe n'a pas de conscience historique. Il s'imagine que la conscience a toujours été ce qu'elle était. Il parle de Rousseau, de Kant. Mais Nietzsche dit, maintenant nous découvrons des hommes préhistoriques, des fossiles. Et nous nous apercevons que finalement l'homme n'a pas toujours été ce qu'il est, que finalement il y a le devenir qui est fondamentalement le processus que nous devons penser. La réalité effective, c'est le devenir, dit Nietzsche. Mais si Nietzsche peut dire ça, c'est parce que Nietzsche est à la fin du XIXe siècle et qu'il est en train de voir se développer sous ses yeux la croissance technologique. Déjà, il comprend que l'homme va être emporté par cette croissance technologique. Dans le même moment, ce qui est en train de se développer dans le monde entier, avec l'archéologie, avec la paléontologie, avec toutes ces sciences qui étudient les traces, les fossiles, et bien ce que découvre progressivement la science occidentale et puis finalement la science mondiale, c'est précisément que la technique, tout comme l'animalité, tout comme les végétaux, a évolué dans le temps et est prise dans des processus d'évolution qui font que Marx va dire dans le Das Kapital qu'il faut élaborer une théorie de l'évolution technique. Tout comme Darwin a élaboré une théorie de l'évolution des êtres vivants. Et là, ça m'amène à revenir sur ce que je disais en commençant. Je disais tout à l'heure en commençant que l'homme est un être vivant, essentiellement technique, et que le devenir de l'homme et le devenir de la technique, c'est la même chose. C'est vrai. Mais en même temps, il y a entre l'homme et la production de l'homme, qui est la technique, perpétuellement un risque de divorce. Parce que la technique forme un système, et que ce système a une dynamique propre, qui fait que, finalement, aujourd'hui, nous disons très souvent, la technologie a besoin, pour son développement, de supprimer du travail. En Europe, on dit ça, de supprimer de l'emploi. Donc il faut mettre des gens au chômage. Ça, c'est ce que l'historien Bertrand Gilles appelle les phénomènes de désajustement, qui a quelque chose à voir avec ce que Shakespeare appelle the time out of joint, le désajustement. Parfois, le temps sort de ses gonds, it is out of joint, mais en raison d'un devenir technique. Fondamentalement en raison d'un devenir technique. Ça, c'est la grande difficulté à penser, c'est que l'homme est un être fondamentalement technique, mais qu'en même temps, la technique est sans arrêt en train de bousculer l'homme, qui en fait, cet homme, comme tous les êtres vivants, cherche à conserver ce qu'il est lui-même, à se conserver tel qu'il est. La vie est foncièrement conservatrice. Mais en même temps, la vie, c'est la négantropie, c'est la transformation, c'est le devenir.
Donc la vie est foncièrement conservatrice, mais en même temps, la vie en tant que négantropie, et surtout quand elle est vie technique, est aussi foncièrement négantropie, c'est-à-dire transformation, devenir, altération. Dans la mesure où l'homme est un être technique, qui donc, pour survivre, a besoin de fabriquer des prothèses, un système de défense et de prédation artificielle, qui consiste en un dispositif de prothèse, d'abord le silex taillé, ensuite les flèches, puis finalement l'automobile, la fusée, le computer et tout ce que vous voulez. Tout ceci formant un système, parce que cet appareil, le computer, n'existe pas sans cet accessoire qui est la prise. Et sans la prise électrique qui alimente, elle a besoin d'un transformateur qui lui-même renvoie à un réseau, qui lui-même renvoie à des turbines. Il faut aménager l'écoulement de l'eau, arrêter le fleuve pour engendrer de l'énergie électrique, n'est-ce pas? Tout ça forme un système qui bouleverse la nature, qui transforme cette nature, et qui fait que maintenant nous en arrivons à dire, mais qu'est-ce que c'est la nature? Est-ce que ça existe, la nature? Phusis, natura. Qu'est-ce que c'est que ça? N'existe peut-être pas, c'est peut-être un fantasme. Quoi qu'il en soit, l'homme préhistorique développe des prothèses qui vont faire système et qui vont conduire à ce type de prothèse, qui elle-même renvoie à un énorme système industriel aujourd'hui mondial. La mondialisation, c'est la mondialisation de la technique, mais l'essentiel de ce processus, c'est qu'en fait, la technique, en se développant, développe un troisième genre de mémoire pour le vivant. Quand un homme préhistorique taille un silex pour découper de la viande, pour lutter contre des prédateurs, ou pour attraper des proies, ou pour lutter contre d'autres hommes, évidemment, il ne taille pas le silex pour garder la mémoire, mais en fait, le fait de tailler ce silex et de garder dans la taille du silex le geste de la taille, ça permet d'inscrire ce geste sur le support de silex et en fait de constituer un support de mémoire nouveau pour l'être vivant qu'est un homme. Jusqu'à l'homme, la vie repose sur la combinaison de deux systèmes de mémoire, la mémoire génétique, l'ADN, et d'un autre côté la mémoire nerveuse, la mémoire de l'individu, la mémoire qui est dans le système nerveux central, dans le cerveau, etc. Ces deux mémoires qui existent chez tous les êtres vertébrés supérieurs, sexués, dotés d'un système nerveux, ces deux mémoires ne communiquent pas ensemble. Elles sont tout à fait autonomes et la conséquence du fait qu'elles soient tout à fait autonomes, c'est que lorsqu'un être vivant, animal, acquiert une expérience individuelle, vitale, pour lui, cette expérience qu'il a acquise au cours de sa vie, elle ne peut pas être transmise aux générations suivantes parce que la mémoire nerveuse n'a pas de communication possible avec la mémoire génétique. Autrement dit, lorsque l'être vivant
meurt, toute l'expérience qu'il a accumulée individuellement est perdue pour l'espèce. Au contraire, à partir du moment où la technique apparaît, cette technique rend possible, au début, une possibilité de transmission très limitée aux gestes vitaux de fabrication des outils, mais ensuite à des dimensions de la mémoire de plus en plus vastes, des dimensions de mémoire qui vont, par la technique, devenir transmissibles de génération en génération. Et cette caméra qui est en train de m'enregistrer en ce moment, c'est un système de mémorisation qui est en fait le dernier développement, le dernier avatar d'un dispositif qui commence avec le premier silex taillé et qui permet à la vie de garder la trace de son expérience individuelle dans du silex et de transmettre cette trace de génération en génération. Ça, c'est l'apparition de ce qu'on appelle la culture. Et évidemment, c'est aussi l'apparition de la possibilité de conserver le passé d'un groupe social sur un support de toutes sortes. Ceci, ce verre, est un support de mémoire. Il n'est pas fait pour garder la mémoire, il est fait pour boire de l'eau. Finalement, vous n'avez pas bu. Mais ce verre-là, qui est fait pour boire de l'eau, pour un archéologue, dans 1000 ans, ce sera une trace de civilisation qui lui permettra d'apprendre comment vivaient les gens au début du XXIe siècle. Et donc, il deviendra un support de mémoire. Toute la matière de l'archéologie utilise des outils, des objets usuels qui ne servent pas à la mémoire pour finalement reconstituer le passé d'une société. Ce que je veux donc dire, c'est que la technique est un support de mémoire. Et ça veut dire que la technique est la condition de constitution du rapport au passé. Donc, Prométhée va voler le feu, c'est-à-dire la technique, c'est-à-dire aussi l'intelligence d'Athéna. Et l'homme va être un être vivant, mortel, qui va être condamné à se fabriquer ses prothèses, c'est-à-dire qu'il n'a pas de qualité. Il est sans cesse dans l'obligation de se doter de nouveaux artifices pour survivre, et surtout, étant donné qu'il n'a pas une qualité définie à l'avance, eh bien, les hommes entre eux entrent en conflit les uns avec les autres pour dire quelle est leur qualité, quel est leur avenir. Les uns disent il faut faire ceci, les autres disent non, il faut faire cela. L'animal, le zèbre, la gazelle dont je parlais tout à l'heure, la vache ou le lion, ils n'ont pas de questions à se poser sur qui sommes-nous. Who are we? It's not a question for an animal. Mais pour l'homme, c'est une question éternelle. Qui sommes-nous? Est-ce que nous devons développer des computers? Est-ce que nous devons aller sur la Lune? Est-ce que nous devons raser cette forêt? Construire ce barrage sur le fleuve de Hölderlin? Est-ce que nous devons faire ça? La technique, c'est la question. Dès que je suis technique, je suis en train de questionner.